1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 04 de notre Season Review et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, vous le savez, je vous souhaite un bon épisode. Direction la Principauté de Monaco pour le 4e Grand Prix de la saison. Évoquée en début de saison, la potentielle loi anti-tabac n'est pas très populaire en Formule 1. Celle-ci gagne du terrain partout en Europe et à Monaco se tient une soirée organisée par Marlboro à l'hôtel du Loves. Le nouveau président de Philip Morris Europe, Walter Thomas, en profite pour se plaindre. Selon lui, le sport auto devrait rester indépendant et gérer ses finances et ses sponsors comme il l'entend. Une folie douce. Maintenant, cette loi n'est pas unanime en Europe. Dans certains pays, ce sera plus souple qu'ailleurs. Et ce n'est pas une première car les lois anti-tabac sont déjà appliquées dans certains pays où la F1 va, comme l'Allemagne. Mais malgré les tentatives d'unification pour faire front de la part des cigarettiers, les choses sont amenées à changer. La Formule 1 et ses équipes vont devoir trouver d'autres sources de financement. Affaire à suivre. Un autre dossier fait parler de lui à Monaco et c'est un vieux dossier, Ligier et Renault. Rappelez-vous, en 1986, Renault a cruellement manqué de considération envers les Bleus de chez Ligier, et ce, malgré de très bons résultats. Cela a pas mal agacé Guy et les deux parties sont séparées. En 1990, Ligier court avec des moteurs V8 Ford Cosworth. Mais quelques jours avant le Grand Prix de Monaco, Guy Ligier a reçu dans ses ateliers à Manicourt une visite assez spéciale. Une visite de 3 personnes fortes chez Renault, à savoir Patrick Faure, le secrétaire général du groupe Renault, Bernard Cassin, son bras droit, et Bernard Dudot, le boss du département moteur. Bon, chacun a ses propres intentions avec cette réunion. Guy Ligier est conscient de la perte de vitesse de son équipe et il sait qu'il n'y aura pas de mieux s'il n'y a pas de bons moteurs dans la voiture. Il veut donc de bons moteurs Renault. Oui, et pas de moteurs de seconde main. Le truc, c'est que Renault s'est engagé avec Williams et Elf depuis 89 et l'ambition est claire, gagner le titre. Après, on verra. Donc, les faveurs seront pour Williams et vous pouvez compter sur Frank et Patrick Head pour ne rien laisser passer. Ils ont pour le moment l'exclusivité et ils y tiennent. Mais Guy Ligier est également une forte tête. Cet ancien rugbyman a des amis haut placés au gouvernement. Par exemple, je sais pas, le président de la République, François Mitterrand. C'était son chauffeur à l'époque. Donc Guy fait jouer ses relations pour tourner les négociations avec Renault à son avantage. Sachant que Renault est en partie géré par l'État, c'est un bon levier. Mais ce n'est pas tout, il se trouve que Jean-Marie Balestre rentre dans les négociations en se montrant partisan d'une alliance franco-française. Balestre va aider Ligier, mais tout ça énerve pas mal Renault. Affaire à suivre également. Monaco, c'est le joyau de la couronne, un Grand Prix à part, une ambiance à part, un circuit à part. On peut le découper en deux secteurs, celui de la ville avec les virages de Massenet, Casino, Mirabeau, l'Épingle et le Portier. Un secteur très sinueux et bosselé où les pilotes et les machines sont mis à rude épreuve. C'est un secteur très technique. Le deuxième secteur est un petit peu plus roulant avec le tunnel, le gros freinage de la chicane, possibilité de dépassement, le virage du tabac, les S de la piscine et la rascasse sont des goulots d'étranglement, mais les pilotes peuvent faire la différence avec beaucoup de confiance et un petit peu de chance. Clairement, c'est un circuit de pilote. Ici, les habitudes sont changées. Le temps d'une semaine, c'est toute une ville, tout un pays qui se transforme pour accueillir la Formule 1. Et ça devient une vraie fourmilière. Il y a des stars qui viennent du Festival de Cannes et il faut faire bonne figure, marcher au milieu de la foule et peut-être contempler les bateaux des plus riches. Bref, beaucoup de distractions et l'expérience peut clairement jouer ici.
Ayrton Senna est le favori de cette course. Son pilotage agressif permet de faire la différence entre les rails. Lors des 2 dernières années, le Brésilien avait humilié Prost en qualification. Vainqueur en 87 et 89, Senna compte bien réaliser la passe de 3. Mais attention au piège, il ne faut surtout pas reproduire son erreur de 88. Lui qui menait confortablement la course s'est mis tout seul dans le rail du portier. Mais Senna a grandi et mûri, il est plus calme. En plus, il mène le championnat et il connaît ses forces. Mais attention car beaucoup veulent sa place. Pour Monaco, les voitures sont adaptées, crémaillère de direction spéciale afin de passer l'épingle du Loves et si possible un moteur plus souple. Bonne nouvelle du côté de chez Minardi, Pierluigi Martini revient après son accident à Imola. Parmi les personnalités présentes, on peut citer la légende Juan Manuel Fangio qui ne cache plus son admiration pour Ayrton Senna. Le Brésilien se voit d'ailleurs remettre le trophée des champions par le club des anciens pilotes. Mais le maître, quintuple champion du monde, a remarqué un autre pilote. D'après lui, il faudra s'en méfier car il pourrait battre Senna. L'Argentin parle de Jean Alesi. Les propos de Fangio sont repris par d'autres légendes comme Jackie Stewart. Après, il y en a qui disent qu'il était nul. Parlons-en de Jean Alesi d'ailleurs. Arrivé en cours d'année 89, il s'apprête à disputer son tout premier Grand Prix de Monaco. Et pendant les essais libres, le pilote Tyrrell a des problèmes. Il s'essouffle et se retrouve épuisé en 2 tours. C'est parce qu'à Monaco, la façon de respirer est légèrement différente des autres circuits. On n'en parle pas beaucoup de ce domaine-là et pourtant il est essentiel. Oui, parce que je vais vous apprendre une chose, si vous ne respirez pas, vous mourrez. Donc respirer, c'est mieux. Et en sport automobile, on ne respire pas de la même façon que dans la vie de tous les jours. Il faut gainer son corps pour fournir un effort et lutter contre les forces parfois énormes qui s'exercent sur vous. Donc votre façon de respirer change. C'est un peu comme un pilote de chasse et à Monaco, cette technique est légèrement différente des autres circuits. En pré-qualification, on note un exploit. Giacomelli a bouclé 2 tours avec sa Life et a réalisé un chrono comparable à Life 3. Son week-end s'arrête le jeudi matin, tout comme celui des 2 AGS, de Langes et de Gachot. Le samedi après-midi, au terme des qualifications, 4 autres pilotes sont éliminés. Roberto Moreno, Mauricio Gugelmin, Olivier Grouillard et Michele Alboreto. Surprenant. Devant, Ayrton Senna s'est montré intraitable, mais l'écart est beaucoup plus serré car Prost 2ème n'est qu'à 4 dixièmes. Surprise de 3ème, Jean Alesi donne raison aux légendes de la F1. Mansell boude depuis la 7ème position car il estime être éloigné du staff technique. Derrière Il Leone, on retrouve 2 belles surprises, Martini et Pirot. La Minardi semble être une bonne voiture. Nelson Piquet n'est que 10ème et son équipier que 16ème. Mauvaise qualif pour les Benetton. 3ème ici même en 89, Modena n'est que 14ème avec sa Brabham. Les Ligiers sont 17ème et 18ème. 21ème, Nakajima est à des années-lumière d'Alesi et Brabham et Leto ferment la marche. Notons justement la double qualification des Onyx avec Wojtek 20ème. Après les F1, ce sont les F3 qui prennent la piste et le Grand Prix de Monaco de F3 est toujours très populaire et très important pour les jeunes pilotes. Et c'est d'ailleurs le Français Laurent Aiello qui se révèle en remportant la course. Prost s'est dangereusement rapproché de Senna durant le warm-up et on espère une bataille entre ces 2 légendes. Il fait beau en ce dimanche de Grand Prix et le choix des pneus est plus simple à Monaco. Des pneus tendres pour tenir tout le Grand Prix. La dégradation en principauté est très réduite. Le Grand Prix de Monaco est lancé et Senna conserve la première place. Alesi menace Prost et Berger pointe le bout de son nez. Pas d'héroïsme à Sainte-Dévote et les 26 voitures passent. Alesi est en feu et plonge sur Prost à Mirabeau. Berger se laisse surprendre et détruit son aileron sur la Ferrari du Français. Derrière, il faut l'éviter absolument car Alain ne repart pas. Mais plus facile à dire qu'à faire et Modena s'accroche avec Donelli. Un embouteillage typique à Monaco et la course est interrompue. Heureusement pour Prost, Berger et Modena. Mais aussi pour Capelli qui a vu son moteur cassé quelques mètres après Sainte-Dévote. L'Italien se précipite vers son mulet. Mauvaise nouvelle pour Prost, la 3ème Ferrari est réglée pour Mansell avec un rapport de boîte supplémentaire. Clairement, ses chances de victoire sont réduites. Même chose pour Berger où le siège du mulet est pour Senna. Gerhard est plus grand et ne peut s'installer confortablement. 30 minutes après le premier départ, les pilotes finissent leur 2e tour de formation. Mais ils ne sont plus que 25. Pirot, magnifique 9ème, a été victime d'une coupure moteur et n'a pu repartir. Alesi veut bien évidemment tenter le même coup sur Prost, mais le triple champion du monde n'est pas dupe et se protège à l'intérieur. Il conserve la 2ème place. Derrière, Martini a pris un superbe envol et une nouvelle fois, toutes les voitures passent Sainte-Dévote.
Rebelote à Mirabeau où Alesi retente sa chance, mais Prost résiste toujours. Berger reste calme. Senna a déjà quelques mètres d'avance. Derrière, on retrouve Patrese, Boutsen, Martini, Mansell, Piquet, Donelli, De Cesaris, Warwick, Modena, Suzuki, Nannini, Alliot, Barilla et Larini. Si Senna s'échappe, un groupe de chasseurs se détache. Alain Prost est naturellement moins à l'aise avec la Ferrari de son équipier. Alesi est peut-être plus rapide, mais il est toujours difficile de doubler à Monaco. Il faut faire preuve de patience et exploiter la moindre défaillance de son adversaire. Et surtout ne pas se précipiter. Mais Prost prend peu à peu ses marques et rapproche ses chronos de ceux du leader et se détache progressivement de la Tyrrell. Derrière, abandon de Stefano Modena sur problème de différentiel. De retour devant car Mansell s'impatiente sur Thierry Boutsen. Malheureusement, le pilote Ferrari endommage son aileron avant et il doit regagner les stands. Nigel ressort 16ème. Difficile entame de saison pour il Leone. Senna doit lui à tout prix se montrer prudent car le police se défait des retardataires. Cette fois-ci, ça passe sur Nakajima. Nous approchons du 30e tour et déjà plusieurs pilotes ont abandonné. Outre Modena, nous avons Donelli, Martini, Suzuki, Larini, Capelli, Brabham, Nannini. Et surprise, au 31e tour, Alain Prost s'arrête au stand. Sa batterie vient d'exploser et le Français se retrouve avec de l'acide sulfurique sur les mains. Dommage pour Alain qui pouvait prendre de gros points. Alesi récupère donc la 2e position et Berger est donc 3e. Bataille pour la 5e position entre Boutsen et Piquet. La Benetton se montre pressante sur la Williams, mais Nelson heurte le rail à la sortie de Mirabeau et part en tête à queue juste devant Boutsen. Le Belge s'en sort bien, mais le Carioca a du mal à repartir. Les F1 ne sont pas faites pour manœuvrer en ville et Nelson casse son moteur. Les commissaires de piste le poussent et Nelson parvient à relancer sa machine grâce à la pente. Cela dit, il a reçu une aide extérieure pour partir et cela est formellement interdit. Demandez à Senna. Si Piquet regagne les stands pour réparer sa Benetton, il est rapidement disqualifié. Quelques minutes plus tard, c'est Patrese qui se retrouve au stand, capot ouvert. Le vainqueur du dernier Grand Prix doit renoncer à cause d'un problème de distribution. Ainsi, Boutsen se retrouve 4ème devant Warwick et Mansell qui est remonté petit à petit. Et le Britannique est déchaîné. Après s'être débarrassé de la Lotus, il fonce sur le Belge. Nigel lui fait les freins au 55e passage à la chicane du port et s'empare de la 4ème position. Magnifique manœuvre, mais au 64e tour, Mansell doit malheureusement s'immobiliser pour la même raison que Prost. Terrible. Puis dans les derniers tours, Derek Warwick, qui pouvait espérer de beaux points, part en tête à queue à la piscine. Senna l'évite de justesse. Le pilote Lotus cale et doit renoncer. Dommage. Avec toutes ces péripéties, Gregor Wojtek se retrouve 6ème avec sa modeste Onyx. Voilà un point qui pourrait sauver cette équipe en perdition. Mais Eric Bernard sur sa Lotus est très proche et veut aussi ce point. La bagarre est très intense entre ces deux pilotes de fond de grille. Wojtek est conscient de l'enjeu et ne laisse aucun espace aux Français. Il reste quelques tours à tenir. Quelques kilomètres. Alan Jenkins chez Onyx et Gérard Larousse chez Lola croisent les doigts. Mais comme on pouvait s'y attendre, les deux hommes s'accrochent lorsque Wojtek coupe la trajectoire de Bernard. Le Suisse devra renoncer alors qu'Eric s'en sort. Devant, ça chauffe également avec Berger qui menace toujours Alesi. Puis alerte chez Senna qui ressent une faiblesse sur son moteur. Tout cela nous donne un top 3 très serré, mais aucun des trois hommes ne tremble et Ayrton Senna remporte une 3e fois le Grand Prix de Monaco. Jean Alesi prend un magnifique 2e podium en carrière et Berger permet à McLaren de faire le trou au championnat. Boutsen est 4e devant Alex Caffi et Eric Bernard. Les places d'honneur sont surprenantes. Everything was fine. I had then, after 1/3 of the race, a problem with the engine. Was running fine, but I lost some power. I just dropped the revs a lot and tried to drive more economy on the engine. Second in Phoenix, now second here, but I'm sure this was a much more difficult race for you. You had Gerhardt breathing down your neck the whole way. You managed to hold him off. Was it difficult for you? Yes, very difficult because at the beginning Prost was quick, and I follow him 20 laps. But it's very difficult to follow some drivers because in the fast corners you are in trouble with turbulence. But Gerhard Berger was very quick, and I tried to
to keep this second place, and it was very difficult for me. Ayrton Senna devient le premier pilote de la saison 90 à remporter 2 courses. Avec l'abandon de Prost et de Patrese, il creuse un bel écart au championnat. Berger est à 6 points et Alesi monte 3ème. Très belle entame de saison pour l'Avignonnais. Côté constructeur, il y a McLaren et les autres. 20 points d'avance sur Williams 2ème. Derrière, c'est serré avec Ferrari, Tyrrell et Benetton. Mais le vainqueur du Grand Prix a quelques interrogations après la course. En effet, ses problèmes moteurs dans la dernière partie de l'épreuve le questionnent. Et ces problèmes ont également touché Berger qui s'est retrouvé privé de sa première vitesse à partir du 30e tour. McLaren s'en sort bien, mais les deux pilotes sonnent l'alerte. Il faut travailler pour garder son avance sur Ferrari et Williams. Car malgré tout, ils ne sont pas loin. Après, si Ferrari continue de casser, McLaren n'a pas trop à se fouler, mais chez les rouges, on reste calme, on attend de meilleurs jours et on continue de travailler. La performance est là, ils en sont sûrs, cette 641 peut matcher les performances de la McLaren. Mais Mansell secoue un petit peu tout en se déclarant en recherche de volant après cette course. Le marché des transferts pourrait s'agiter prématurément. Et justement, un autre pilote intéresse, Jean Alesi, qui après cette 2ème position à Monaco se retrouve complimenté de partout. Et certaines rumeurs parlent de l'Avignonnais en rouge en 91. Mais ça, Ken Tyrrell ne veut pas du tout en entendre parler. On le dit ensemble. Affaire à suivre. Alors que les héros du Grand Prix de Monaco sont conviés au repas le dimanche soir organisé par l'ACM, qui voit entre autres Senna et Fangio s'échanger des compliments, les regards se tournent déjà vers le Canada. La concurrence veut le trône de McLaren et Senna, mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 04 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite également à aller voir, à aller soutenir Ethnomega qui a fait notamment la musique du générique ainsi que quelques autres musiques pour la série. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain 21h en première sur YouTube pour l'épisode 05 de 1990, Le Bras de Fer.